Voilà, donc mon domaine de moindre incompétence en philosophie concerne effectivement la pensée de Nicolas Machiavel. Et aujourd'hui, nous sommes convenus que je vous parle de ceci, Machiavel ou l'imagination et ses ambiguïtés en politique. Je voudrais, pour commencer ce propos, définir sommairement la notion d'imagination, dont je laisse entendre dans le titre qu'elle présente des ambiguïtés. Alors je ne vais pas du tout, en si peu de temps d'intervention, me substituer à l'enseignement approfondi que vous avez eu à ce propos. Je dirais pour ma part simplement que j'entends ici par imagination bien deux choses qui peuvent être assez différentes. D'une part, une faculté de connaissance, d'autre part, un pouvoir d'engendrer des images. L'un et l'autre communiquent évidemment. La faculté de connaître, qu'on appelle imagination, prend rang vis-à-vis d'autres facultés, par exemple comme la faculté de créer des concepts ou la raison, si on opère la distinction kantienne. En tout état de cause, il est intéressant de remarquer que la faculté d'imagination, appréhendée comme faculté de connaissance, est souvent considérée comme inférieure du point de vue de la tradition rationaliste. On la rapproche de certaines images telles que la folle du logis, des choses comme ça, dans l'histoire des idées philosophiques, de telle sorte qu'on montre par là qu'elle est imprécise. Elle n'a pas la précision des concepts, par exemple. Voilà. Ni la hauteur de vue, la hauteur à laquelle atteignent les idées. D'autre part, quant au pouvoir de créer des images, cette notion d'image appelle, bien entendu, des précisions d'ordre esthétique. Tandis que l'autre acception nous tourne vers le domaine épistémologique, ou vers une théorie des facultés de la connaissance, cette acception renvoie à la dimension esthétique, à la capacité, peut-être de donner à connaître aussi bien, mais en tout cas de créer du sens par le biais des images. Ce pouvoir de créer des images peut être si puissant qu'il engendre un véritable imaginaire, à savoir un système cohérent d'images. Voilà vous voyez, des définitions sommaires sur lesquelles je vais m'appuyer. Vous voyez, tandis que la faculté de connaissance est déconsidérée, eh bien de ce côté-là, on a affaire, relativement déconsidérée, de ce côté-là, on a affaire à une véritable puissance dont les ressources sont considérables, mais aussi dont les limites sont floues. J'y reviendrai tout à l'heure, dans l'ordre qui est celui de mon auteur, à savoir l'ordre politique. Alors, vous allez voir que le traitement machiavélien, alors pour parler de l'œuvre de Machiavel, on dit machiavélien et machiavélienne, voilà. Le traitement machiavélien de ce problème, précisément, emprunte aux deux dimensions. À la dimension de la faculté de connaître, serait-elle moindre ou dégénérée, et au pouvoir de créer des images. Dans l'ordre, on va voir esthétique, précisément, et dans l'ordre aussi, évidemment, politique. Alors, pour comprendre ce dont il est question, il faut aussi se rendre compte, dès ici, d'emblée, de dire qu'il y a un véritable problème de l'imagination dans l'œuvre de Machiavel. Si votre professeur m'a sollicité pour intervenir, c'est qu'elle le sait bien, qu'il y a un vrai problème de l'imagination dans l'œuvre de Machiavel. Ce qui fait que cet auteur, à lui seul, vraiment, si vous voulez, recèle de véritables trésors pour traiter cette question de l'imagination. Je pense que du point de vue d'un concours, je ne perds pas de vue, j'étais, avant d'être universitaire pendant une dizaine d'années prof en prépa, je ne perds pas de vue que du point de vue qui peut être le vôtre accessoirement, à savoir le concours, cet auteur apporte une véritable valeur ajoutée qu'il ne faut pas sous-estimer. Qui plus est, je suis moi-même intéressé par l'entreprise, par cette organisation particulière qu'on appelle l'entreprise, dans sa logique avec cette autre organisation qui s'appelle l'État, notamment, c'est de ça dont je m'occupe à l'université précisément, et je crois que, ainsi que je vais vous le montrer, Machiavel est un auteur absolument majeur à lire dans votre formation approfondie de futurs managers au cadre d'entreprise. Quiconque se livrerait à ces activités d'entreprise sans avoir mis le nez dans Machiavel prendrait de gros risques. Voilà. Donc je n'oublie pas qu'il y a une dimension de concours, une dimension plus philosophique, mais aussi une dimension, je crois, très pratique, très appliquée, très très intéressante pour qui se destine à cette logique très particulière de l'entreprise. Alors, je voudrais procéder, comme cela ne se fait pas dans cette maison, en deux temps.
C'est plutôt ça à Sciences Po ou en droit. Bon, d'autant que vous allez voir, en fait, on s'y retrouve assez facilement, en 3 temps, en fait, parce que dans un premier temps, je voudrais d'abord évoquer un certain nombre de conditions très importantes, nécessaires pour appréhender l'œuvre machiavélienne. Vous voyez, je voudrais vous montrer que cet auteur ne se laisse pas facilement ramener à la philosophie politique telle qu'on l'entend habituellement. Et cela, cette bizarrerie dans son positionnement, a un effet direct sur la question de l'imagination. J'ai autrefois, enfin il y a un certain temps maintenant, fait une thèse sur, ça m'a amené à ce décalage, qui moi m'a tourné vers la science politique, parce que je fais de la philosophie et de la science politique. Je m'étais intéressé au rapport entre la pensée de la politique chez Machiavel et l'histoire. Et je m'étais rendu compte, c'était l'objet de ma thèse, qu'en fait c'est ce thème-là, cette relation-là, qui faisait que cet auteur n'était pas du tout un philosophe. En effet, Machiavel est d'abord un haut fonctionnaire florentin qui naît en 1469 et qui va connaître, dans sa cité de Florence, des bouleversements considérables. Il entre aux affaires comme haut fonctionnaire d'une administration républicaine de très haut niveau, très très structurée, qui ressemble déjà à un État tel que nous l'entendons, bien que cette logique d'État n'existe pas encore vraiment, elle sera forgée environ un siècle après, ou 50 ans après. Ce qui, chez lui, se traduit par le fait qu'il est un spécialiste à la fois de l'intendance, et notamment de l'intendance militaire. Son travail consiste à créer, à forger les conditions d'une milice populaire qui évoque l'armée nationale à venir dans les États du XVIIIe et XIXe siècle. Vous voyez donc un travail très concret de mesure des forces, de prise en compte de la matérialité des choses. Très concrètement, donc, combien faut-il de boucliers et de lances pour armer des bourgeois, pour les transformer en soldats? C'est une des questions qui s'est posée à lui fondamentalement dans une guerre civile et une guerre nationale et internationale qu'il a dû affronter. D'autre part, et c'est très important, c'est aussi un auteur qui est très notoirement un de ces hommes qu'on appelle un Sherpa en relations internationales. Ce n'est pas un ambassadeur, c'est quelqu'un qui prépare les conférences internationales. Il n'a pas le train de vie d'un ambassadeur, ce qu'il convenait d'avoir à l'époque. Il a l'intelligence du plénipotentiaire, voyez, du conseiller. C'est un mot très important, la notion de conseil chez Machiavel, qui va aller préparer la conférence internationale, où ce qui est en jeu, c'est la vie et la mort, la guerre ou la paix, entre les belligérants aux prises ou qui peuvent être aux prises. Vous voyez donc, quelqu'un qui est à la fois dans la matérialité, comme ne le sont que très rarement les philosophes, et quelqu'un qui a à voir avec la tension vous voyez, l'altérité, l'extériorité, l'étranger, éventuellement l'ennemi, l'adversaire et l'ennemi. Vous voyez, comme on ne l'a pas généralement en philosophie, ou rares sont les auteurs qui ont ça en philosophie, peut-être Hegel justement. Voilà. Alors, donc il y a une dimension très concrète, très pratique, et à cela s'ajoute le fait que la cité-État qu'il sert, Florence, ainsi que je l'ai dit, est une république. Cette république va, c'est-à-dire, si vous voulez, un État où la prise de décision est plurielle, elle est pluralisée. Voilà. Et cette république va s'effondrer du fait des menées, des visées d'une grande famille que vous connaissez au moins de nom, à savoir les Médicis. Alors, ces Médicis dominent la cité florentine et ils sont chassés par les citoyens en 1494 à l'occasion de la conquête par les Français de toute l'Italie. Les citoyens florentins profitent de la perturbation provoquée par l'arrivée des Français pour chasser les Médicis. Ces Médicis vont essayer de revenir au pouvoir, ce qu'ils vont réussir à faire quelques années plus tard, un certain nombre d'années plus tard, en 1512. Ce retour des Médicis s'accompagne d'une domination de la liberté de Florence, puisque les Médicis reviennent avec les Espagnols, une autre armée nationale, qui va les aider à reprendre le pouvoir. Machiavel connaît sa carrière, c'est très important pour comprendre son œuvre, pendant que les Médicis ne sont pas là. Pendant que les Médicis ne sont pas au pouvoir, il est donc administrateur et donc diplomate pour la cité florentine, ainsi que je l'ai dit. Lorsque les Médicis reviennent en 1512, c'est au prix du massacre de la milice florentine que Machiavel avait montée. Il y a environ 5000 morts en dehors de jours, ce qui est beaucoup quand il n'y a pas tellement d'armes à feu en somme. Voilà, et donc Machiavel est convoqué par les Médicis, il est limogé, renvoyé, il est arrêté et torturé, puis envoyé en exil intérieur dans sa petite ferme à côté de Florence. C'est dans ce contexte, à partir de 1512, qu'il compose son œuvre.
Son œuvre, que la postérité, notamment philosophique et politiste et historique, reconnaît, lit depuis sans cesse, et moi-même, eh bien c'est une œuvre qui a été composée, vous voyez, dans l'ennui, de ce qu'il appelle sa pouillerie. Pidokeria, sa pouillerie. Voilà. Donc, il s'ennuie. Imaginez, il est capable de rendre des mémos au plus grand de ce monde. Il accompagne le G8, le G20 de nos jours, ça serait ça. Et le voilà du jour au lendemain envoyé à Saint-André-le-Gaz. Et il s'ennuie mortellement. Il n'a rien à faire, il n'y a pas Internet. Il a simplement un réseau d'amis qui à mon avis, constitue l'équivalent d'Internet. Il est en liaison avec tout ce qui se fait, en tout cas en Italie, de meilleurs esprits en politique internationale. Et ses amis se tournent vers lui parce que le jeu politique est d'une complexité inouïe. C'est un point commun entre la pensée de Machiavel et notre temps, notre monde globalisé, notre monde où le concept de gouvernance se substitue au gouvernement, avec des interactions entre partenaires ou rivaux, on ne sait plus bien, extrêmement complexes. C'est exactement le même cas dans l'œuvre de Machiavel. Ce qu'elle reflète, c'est une très très grande complexité dans, vous voyez, la gestion du monde, dans l'organisation ou la désorganisation, on ne sait plus bien, à l'époque du monde. Une époque de crise majeure, où ce qui est mis en question, ce sont, comme aujourd'hui, je crois, les modèles d'intelligence, les paradigmes, comme on dit, les modèles d'intelligence de la vie collective et tout simplement, évidemment, aussi de la décision politique. Alors, c'est dans ce contexte que Machiavel, un peu contre toute attente, écrit aux Médicis. Il adresse une longue lettre aux Médicis. Cette longue lettre, vous la connaissez tous, au moins de titre, c'est Le Prince. Le Prince est un extrait de l'œuvre de Machiavel, que la postérité va ériger en manuel indépendant, et on connaîtra Machiavel par l'intermédiaire de cet ouvrage, de 80 pages environ. C'est dans Le Prince, c'est grâce au Prince qu'on connaît Machiavel, et il s'agit d'une sorte de longue lettre qu'il écrit aux Médicis, afin, assez clairement, de se manifester à eux, pour leur signaler sa compétence. Vous voyez, ne m'oubliez pas, moi, Nicolas Machiavel, je peux vous rendre quelques services. Le service qu'il leur rend, c'est de leur donner, explique-t-il, sous forme réduite, les principes fondamentaux de son expérience politique. Vous voyez, ramener à quelques principes fondamentaux une expérience très riche, nourrie d'une grande lucidité et d'une grande capacité à appréhender des cas dans leur variété. Lucidité et incroyable variété dans, vous voyez, la phénoménologie. Bon, le mot est inapproprié parce qu'il n'est pas très philosophique là, mais du pouvoir. Les phénomènes, en tout cas politiques, sont, vous voyez, c'est une différence peut-être avec les philosophes habituels, ramenés à leur très grande diversité. Il n'y a pour ainsi dire pas de synthèse philosophique qui est opérée par Machiavel. Et c'est ce qui surprend dans son œuvre, quand on la lit en philosophe, on s'aperçoit qu'on a affaire à l'œuvre d'un historien plutôt qu'à celle d'un philosophe. Disons que sur le spectre qui va de l'historien au philosophe, Machiavel est du côté de l'histoire, du côté d'une factualité qui ne se laisse pas du tout réduire à des concepts. C'est très, très, très net dans son œuvre, et il impose à tout philosophe une forme d'humilité qui consiste à dire « revenons aux faits, essayons de comprendre », comme le font aujourd'hui, je crois, les spécialistes de sciences politiques, les politistes, qu'en est-il de la réalité? Qu'est-ce qu'on observe? Et c'est de cette observation que naît la pensée machiavélienne, comme une tentative de reconstituer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux modes intellectuels d'appréhension des phénomènes. Donc il y a incontestablement un caractère révolutionnaire de cette pensée dans l'histoire des idées politiques. Plus exactement, dans l'histoire des idées philosophiques de la politique, ce qui est très particulier. La philosophie politique est très perturbée par Machiavel, et elle l'est depuis d'ailleurs par lui. Moi, c'est là-dessus que j'ai consacré mon deuxième travail un peu d'ampleur sur lui, en m'intéressant au machiavélisme. Le machiavélisme qui est le tour d'esprit qui accompagne la pensée de Machiavel, qu'on impute à Machiavel. Vous voyez, on parle pour Platon du platonisme, pour Kant du kantisme et pour Marx du marxisme. Et bien sûr, quand on parle du machiavélisme, on dit aussi qu'il y a là la doctrine de Machiavel, en tant que sa pensée ne renonce jamais à produire une intelligence assez cohérente de la politique. Comme le kantisme veut produire une intelligence assez cohérente, comme un système, ou en tout cas une grande doctrine, de donc, ce qu'elle entend penser, bien sûr. Mais il y a autre chose dans le machiavélisme, comme si on fait une petite rapide sondage, les plus initiés d'entre vous,
le premier rang par exemple, pourront dire qu'il y a dans le machiavélisme autre chose, à savoir quelque chose qui s'apparente à une perversion, à une manipulation. Si je dis qu'il s'agit d'une perversion, je vais avoir tendance à ramener Machiavel vers un autre écrivain maudit, que l'on lui compare souvent, à savoir Sade. Quand on parle de sadisme, on ne parle pas, faites attention, inquiétez-vous, si on parle de sadisme, on ne parle pas seulement de l'œuvre du marquis. On parle aussi de la déformation qui consiste à avoir du plaisir à la souffrance qu'on impose à autrui. Simplement, il n'en va pas exactement de même pour Machiavel, à vrai dire. Il y a quelque chose d'inquiétant dans le machiavélisme, j'y ai quand même consacré 550 pages, mais, je le sais, mais en même temps, ce n'est pas le désir de dominer. Ce n'est pas le désir de dominer. Il n'y a pas, dans l'œuvre de Machiavel, de plaisir, ni même de désir à dominer. Il y a simplement le fait que, ainsi qu'on va le voir, il y a cette sorte de morale réaliste, selon laquelle, en politique, certaines voies, disons, moralement défendues, certaines voies immorales, sont nécessaires. Machiavel, en se tenant, si je résume, à la factualité politique, sans jamais dégager vers le ciel des idées, estime que la meilleure morale, entre guillemets, en politique, est ou bien amorale, ou bien immorale. Donc elle est ou bien amorale, ou bien immorale. C'est-à-dire que dans la première version des choses, Machiavel réalise l'autonomie entre la morale et la politique. Il opère l'autonomisation de la politique vis-à-vis de la morale. Dans le deuxième cas, c'est beaucoup plus mystérieux. Il forge une éthique très particulière. Éthique est peut-être encore, vous voyez, je suis passé de morale à éthique, il faut aller plus loin, il faut peut-être parler d'un ethos. Un ethos, un comportement très particulier. Voilà pourquoi Machiavel perturbe, c'est que cet ethos de la politique, très spécifique, eh bien, qui va à l'encontre des règles convenues, on en reparlera tout à l'heure, eh bien cet ethos, il lègue cette leçon à la postérité très perturbée, laquelle va devoir composer avec cela, et si Machiavel avait raison, et si le Florentin avait raison, et si la politique ne se laissait pas ramener aux soucis des théologiens, des philosophes, des moralistes. Et si pour être politique, il fallait toujours, nécessairement, être un homme mauvais. Voilà. Donc moi j'avoue que pour quelqu'un qui s'intéresse à la politique, qui va devoir voter en 2012, je pense que la lecture de cet auteur est absolument nécessaire. Je pense aussi que s'il a raison, et quand on le comprend, les meilleurs caractères en politique ne sont pas ceux qu'on pourrait croire. Les caractères de la vertu, selon un terme que Machiavel emploie régulièrement, avec l'italien, on y reviendra, virtu, les caractères de la virtu ne sont pas les caractères habituels de la vertu morale. Et je crois que cela, si vous voulez, c'est le problème de Machiavel, je m'exprime ainsi dans ce livre, hein, mon dernier livre là, sur le machiavélisme, c'est le problème que Machiavel a légué à la postérité. Cette inquiétude quant à la nature du pouvoir. Je ne vais pas développer ce point, mais j'attire votre attention sur le fait que le pouvoir n'est pas que le pouvoir politique. Le livre qui s'appelle Le Prince traite de la situation de prince, de la principauté, en italien principato. Ce terme ne signifie pas la monarchie. D'ailleurs, Machiavel connaît très bien le terme italien monarchia. Voilà, la monarchia, c'est autre chose que le principato. Le principato désigne le fait d'être au pouvoir quand on est seul. Il y a dans l'œuvre de Machiavel une sorte de distinction fondamentale, une sorte de somma divisio entre, d'une part, les républiques, republique, et de l'autre, les principati. D'une part, les formes, quelles qu'elles soient, où le pouvoir est pluralisé, de l'autre, les formes où le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul. Alors, petit exercice, une monarchie constitutionnelle, c'est una repubblica, un principato. Pour Machiavel. Alors, lancez-vous. C'est évidemment une république. Si la monarchie est constitutionnelle, la décision est pluralisée.
D'ailleurs, dans la plupart des monarchies, au sens dynastique et classique du terme, il y a le conseil du roi. Donc il y a de toute façon une pluralisation. Machiavel, avec le prince, veut théoriser la situation de l'homme seul au pouvoir, qui doit prendre, conquérir et conserver le pouvoir. Donc ceci, je attire votre attention là-dessus, c'est très important, peut-être pour votre culture managériale future, cela concerne aussi les entreprises. Cela concerne les organisations où un leader, quel qu'il soit, un manager ou bien un chef d'entreprise, doit s'occuper d'une équipe ou d'une organisation tout entière. Voilà. C'est un livre majeur sur la stratégie de décision qui s'applique à l'ordre politique, hein, d'autant plus que, comme vous l'avez compris, Machiavel était plutôt républicain, bien sûr. Il a payé très cher son attachement à la République. Une logique civique, inspirée, comme on le verra ensuite chez Rousseau, de la rhétorique de Sparte et de Rome. Hein, c'est constant dans son œuvre. D'autre part, si vous voulez, il y a chez lui vraiment une sorte d'autonomisation de la décision et de la logique de la décision, ainsi qu'on le voit dans Le Prince. Alors, juste un mot pour terminer. À ce propos, il ne faut pas oublier que l'œuvre majeure de Machiavel concerne précisément les républiques, et qu'aux 80 pages du Prince correspondent, si je peux dire les choses ainsi, ils font pendant environ 800 sur les républiques. L'œuvre substantielle de Machiavel concerne les républiques sur le modèle de la République romaine, d'où son œuvre majeure, les discours sur la première décade. Sans doute avez-vous regardé ça en cours déjà. La première décade de l'historien latin Tite-Live. Discours sur la première décade de Tite-Live. Titre un peu long, qu'on abrège sous le nom de discours, discorsi, où discours signifie examen, réflexion. Voilà. Et ce sont des aperçus assez flamboyants et lumineux, la plupart du temps, quoique assez complexes, sur des morceaux de l'œuvre du républicain romain Tite-Live, lequel avait adressé une longue histoire de Rome au premier empereur, au prince Auguste, en quelque sorte le premier empereur, à la fin de la République romaine. Machiavel s'inspire vraiment de cela et j'y reviendrai. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire sur, dans ce premier moment, vous voyez, qui est très important. Et je voudrais vous montrer que c'est très important en terminant ce moment par la lecture du premier texte, parmi les extraits qui ont été distribués. Dans sa simplicité, cet extrait il nous livre la clé d'intelligence de la pensée machiavélienne, et il renouvelle profondément, d'une certaine manière, l'intelligence même de la politique. Alors il s'agit de l'épître dédicatoire, la lettre qui précède Le Prince, dont j'ai dit par ailleurs métaphoriquement qu'il était une grande lettre. Je ne veux pas que cela passe pour de la présomption, qu'un homme de basse et infime condition ait la hardiesse d'examiner les gouvernements des princes et de leur donner des règles. En effet, de même que ceux qui dessinent les pays se placent en bas dans la plaine pour considérer la nature des montagnes, des monts et des lieux élevés, et que pour considérer celle des lieux d'en bas, ils se placent en haut sur les monts. Semblablement, pour connaître bien la nature des peuples, il faut être prince, et pour connaître celle des princes, il convient d'être du peuple. C'est une des mentions très importantes de l'art pictural dans l'œuvre machiavélienne. Je ne l'ai pas dit, mais je ne doute pas que votre culture a compensé ce déficit. Machiavel est un auteur de la Renaissance, époque à laquelle la conquête de la nature s'effectue par le biais de la perspective, de la représentation perspective. Avant qu'au XVIIe siècle, on ait tenté de conquérir la nature grâce aux procédés expérimentaux, sur le plan plus scientifique. Pour sa part, Machiavel utilise ici la métaphore de l'art pictural qui consiste à se décaler par rapport à son objet, ou par rapport au sujet qu'on veut peindre, comme on dit donc quand on fait des beaux-arts. Alors, évidemment, il s'agit de prendre de la distance. Il ne s'agit pas que de cela, comme vous le voyez, il s'agit de prendre en compte la tension constitutive du jeu politique. L'intelligence de la politique consiste à restituer la tension entre les adversaires. Dans le monde de Machiavel, ainsi que vous le voyez, on commence à entrevoir la particularité de ce monde. Il ne saurait être question d'apaiser, a priori, les tensions entre les participants au jeu. Il ne saurait donc être question de supposer une harmonie ou de la concorde entre les individus. Cela est sans doute à envisager comme un horizon, une finalité. Quoi qu'il en soit, comprendre la politique consiste à restituer les tensions, pourrait-on dire la dynamique des forces qui structure, littéralement je souligne, qui structure
le paysage qu'on observe. En d'autres termes, si l'on veut se comprendre soi-même en politique, ce qui est quand même très important puisqu'il écrit aux Médicis afin qu'ils prennent et conservent le pouvoir, si l'on veut donc se comprendre soi-même, il faut comprendre ce que pense notre adversaire de nous-mêmes. C'est d'une très très grande intelligence dans les logiques vécues de situations politiques ou entrepreneuriales même. Si l'on veut être, disons, vainqueur dans ce jeu, il est nécessaire d'intégrer les limites que l'autre peut déceler et les qualités qu'il peut nous prêter. Donc, ce qui signifie que l'adversaire possède au moins la moitié de l'intelligence de nous-mêmes. Donc, aucun philosophe n'a jamais pensé ça. C'est d'une très très grande originalité. Et ensuite, beaucoup de philosophes feront comme si Machiavel avait tort ou n'avait rien dit à ce propos. Voilà. Or, je pense que ça donne une sorte d'intelligence très particulière, vous voyez, très politologique, peut-être très liée aux relations internationales aussi, très liée à l'inquiétude qu'on a à avoir des voisins puissants, ce qui est tout à fait constant dans son œuvre. Voilà. Donc ce monde de l'inquiétude, il est extrêmement intéressant, et vous voyez que Machiavel, tout en écrivant aux Médicis, qui furent ses adversaires, ne retourne pas sa veste. Le machiavélisme n'est sûrement pas un esprit de trahison, comme on pourrait le croire spontanément. Le machiavélisme consiste au contraire, dans un premier temps, à intégrer les diversités et les comprendre comme des tensions. Intégrer les diversités et les comprendre comme des tensions, sinon réelles, du moins potentielles. Voilà, des tensions, et ces tensions, j'insiste bien, structurent la relation politique. Alors, il y a d'autres modalités de cette disposition particulière chez Machiavel, quand il parle de la logique entre États, des groupes sociaux à l'intérieur des États. Là, il parle simplement, vous voyez, d'une sorte de schéma d'intelligence de la politique qui implique toujours la reconnaissance de ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Et donc Machiavel s'inclut lui-même dans le jeu. Il s'inclut lui-même dans le jeu. Vous comprenez bien que l'intelligence politique, ne peut jamais reposer sur une sortie du jeu politique. Et voilà ce que Machiavel reproche aux philosophes. À tort ou à raison, on peut discuter. Il reproche aux philosophes de s'être exclus du jeu politique. Hannah Arendt, donc cette très grande philosophe germano-américaine, pourra écrire que, à partir de Platon, la philosophie politique, dans un esprit très proche de Machiavel, a voulu faire l'hypothèse des idées pour jouer la philosophie contre la politique. Pour, vous voyez, se placer en surplomb. Machiavel estime que c'est la meilleure manière pour ne pas comprendre la politique, que de se placer en surplomb. Il faut au contraire assumer le caractère irréductible de la tension, le caractère véritablement plein d'aspérité de la politique. Voilà. Et du coup, l'intelligence politique est l'intelligence de la situation, et sûrement pas de la sortie de la situation. Voilà. Donc une intelligence plus stratégique que véritablement philosophique, comme vous le voyez. On va voir qu'elle a des effets philosophiques considérables. Alors, voilà donc pour le cadre général de la pensée machiavélienne, hein, dont c'est un peu rapide, mais vous voyez, il bouleverse considérablement, de manière très très originale, ce qu'on pensait du rapport entre pensée et politique avant elle. Alors maintenant, j'aimerais me tourner vers le titre quand même énigmatique, l'imagination et ses ambiguïtés en politique. Nous y voilà enfin. Dans un premier temps, il faut remarquer que il ne saurait être question, à première vue, le titre est surprenant, parce que il ne saurait être question d'une quelconque valorisation de l'imagination politique. Je l'ai suggéré en passant tout à l'heure, Machiavel apprécie beaucoup le réalisme. Le réalisme. Et ce vœu de réalisme semble disqualifier l'imagination aussi bien comme faculté de connaissance que comme pouvoir de produire des images. On peut s'en rendre compte de ce que je viens de dire, du simple fait, de la simple lecture d'un des chapitres les plus célèbres, du chapitre 6 du Prince. Alors vous avez vu dans la première citation, c'était extrait de la traduction que j'ai réalisée pour le Prince. Vous pouvez vous y référer sans problème, hein, c'est la meilleure. J'ai fait un effort particulier pour deux choses. D'une part, parce que j'étais sensible au fait que les traductions françaises étaient exécrables, notamment dans le fait qu'elles traduisaient principato par monarchie, ce qui est un énorme contresens, et d'autre part sur le fait qu'elles euphémisaient. Elles euphémisaient.
Machiavel dit bien que si l'on veut conserver le pouvoir, il est nécessaire de tuer non pas une personne, mais toute sa famille. Il ne faut pas euphémiser à un moment donné, il le dit sans euphémisme. Il trouve des formules, il dit éteindre la dynastie. Voilà, éteindre la dynastie. J'étais aussi frappé par le fait qu'il a une pensée parfois très oblique, ce qui fait que quand j'ai traduit le banquet de Platon, ça fait 120 pages environ, j'ai mis 8 mois. Quand j'ai traduit Le Prince, qui fait 80 pages, qui est écrit en italien assez clair, apparemment, j'ai mis 2 ans. Parce que Machiavel, ainsi que l'avait compris Nietzsche, c'est une phrase de Nietzsche que je vais citer, la langue de Machiavel, disait Nietzsche, est sèche et subtile comme l'air de Florence. Sèche et subtile comme l'air de Florence. Et cette sécheresse et cette subtilité, j'ai découvert ensuite, en lisant vraiment toute la tradition du machiavélisme, au-delà de Machiavel, que c'est ça qui pouvait peut-être rendre fou. N'importe qui pouvait lire Le Prince. Voilà. En d'autres termes, il me semble qu'on connaissait ce dont parle Machiavel bien avant qu'il le dise. Lui, il le théorise. C'est très différent. C'est très scandaleux. Cependant, il le dit d'une telle manière qu'il y a dans les énoncés qu'il prononce une sorte de compression de l'énergie. Et traduire Machiavel, c'est assumer cette compression de l'énergie qui prend la forme d'une expression parfois poétique. Ce qui fait que les mauvais traducteurs ont l'impression d'être des bons en développant longuement. Il ne faut pas développer, il faut au contraire envelopper comme il le faisait lui-même. Ce qui donne à penser, on se dit mais c'est étrange cette phrase. Il y a une sorte de travail qui se fait sur l'énoncé oblique, et de cet énoncé oblique naissent des éclairs qui s'apparentent à des coups d'État réussis assez souvent. Parce que les grands lecteurs de Machiavel ont assez souvent réussi leur coup d'État, il faut bien reconnaître. Il y en a un paquet même. Sachez par exemple, un exemple parmi tant d'autres, que le roi Hassan II, le roi du Maroc, l'ancien roi Hassan II, avait consacré un mémoire sur le rapport entre la religion et la politique chez Machiavel, voilà, qu'on peut consulter à la bibliothèque de l'IEP de Bordeaux. Un jour, je l'éditerai. Donc, voilà, par exemple, ça a pas mal marché son affaire. Donc, voilà. Donc, vous voyez que c'est un auteur dangereux. Vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit. Là encore, j'ai consacré plus de 500 pages là-dessus. C'est un auteur fondamentalement dangereux parce que ce qu'il dit est efficace. Et alors, pourquoi j'avais traduit ce prince? Mais c'est une histoire assez amusante. Je l'avais traduit en respectant scrupuleusement les provocations que Machiavel fait à partir du terme de virtu. Je vais reparler de ce terme. Provocation, puisque ça veut dire vertu quand même. Ça veut dire il est vertueux de tuer son frère, il est vertueux d'éteindre une dynastie. Et juste au moment de conclure, de rendre le manuscrit, même d'imprimer, le manuscrit est rendu depuis longtemps, au moment du dernier banc à tirer, l'éditeur, le directeur de collection me téléphone en disant « Écoutez, il y a vraiment un problème, c'est que c'est bien, mais on ne peut pas le publier. Parce que vous écrivez qu'il est vertueux de tuer son frère. Et c'est quand même une collection, vous voyez, faite pour les adolescents, c'est pas possible, vous vous rendez compte, etc. » Alors effectivement, Machiavel dit, effectivement, je suis bien d'accord, je dis, c'est pas moi, c'est Machiavel. Oui, mais vous comprenez, c'est scandaleux. Les autres traduisent autrement. Ah bah oui, les lâches qui se dérobent, ils traduisent par talent, par courage, on peut dire ça, le courage. Là. Virtu, ça vient du latin vir, qui veut dire, qui a donné la virilité. L'énergie conquérante, toute la métaphore pleine de testostérone qu'on peut trouver. Donc l'ardeur au combat, le cœur, comme on disait autrefois. Bon, Rodrigue, as-tu du cœur, etc. Et en fait, Machiavel dit par ailleurs qu'il faut toujours fuir les voies intermédiaires. Il n'y a pas pire. Il faut être soit un ami, soit un ennemi. Il ne faut jamais être entre les deux, parce que c'est encore pire pour tout le monde. Donc il ne faut pas être comment dit-on, timoré, quoi. Il faut mieux pas... bon. Et donc il appelle ça la via del mezzo. Il faut fuir la via del mezzo. Il y a plusieurs sentences comme ça dans son œuvre, il dit « fuir à toute force la via del mezzo ». Et là j'ai pris la via del mezzo pour la seule fois dans ma carrière de machiavélien, de machiavéliste, spécialiste de Machiavel, à savoir, j'ai traduit par « valeur ». La valeur. Donc vous voyez, d'un côté, bon ça reste moral quand même, on parle de la valeur de quelqu'un. Bon. Mais je m'étais un peu dérobé, je l'avoue. Et le livre a apparu sous cette forme, donc dès que vous lisez valeur, sous ma plume, vous traduisez par vertu, et vous avez le fond de ma pensée. Et dans mes ouvrages, disons, de commentaires, les deux plus substantiels que j'ai écrits, je traduis avec beaucoup d'obstination par vertu. Et ça donne des effets choquants, quoi, si vous voulez. Je crois que c'est le but. Machiavel est un écrivain hors pair qui passe son temps à choquer le lecteur. Mais choquer subtilement, ça qui est étrange. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrête dans ce que je viens de lire? Voilà. Et certains de ses commentateurs le détestent, c'est bon signe. Et certains de ses commentateurs ont employé toute leur œuvre, toute leur intelligence à vouloir le réfuter. Par exemple, un auteur que j'aime beaucoup, moi, qui fut
le maître de celui avec qui j'ai fait ma thèse, donc j'avais son écho indirect, Léo Strauss, c'est le plus grand anti-machiavéliste, spécialiste de Machiavel, opposé à sa pensée, qui dit que c'est un homme mauvais, qui doit être combattu de toutes les manières possibles. Voilà. Il faut combattre de toutes les manières possibles cet homme mauvais, qui à lui tout seul a perverti la philosophie politique, qui s'arrête avec lui. Et donc, il faut prendre ça au sérieux, c'est-à-dire qu'en gros, la philosophie politique, c'était avant Machiavel pour Léo Strauss. Ça nous renvoie assez loin quand même. Vous voyez, c'est un auteur du XVIe siècle. Mais c'est vrai que l'histoire moderne, depuis le XVIe siècle, est quand même pas terrible du point de vue de la paix entre les hommes. Peut-être que Strauss a raison. Machiavel a empoisonné l'histoire moderne. Voilà ce que dit Strauss. Nous sommes tous plus ou moins machiavéliques. Et ceux qui ne le sont pas, ils ne réussissent pas. Voilà. Donc, si c'est vrai, c'est inquiétant pour le moins. Voilà. Alors, donc, comment cet auteur se détourne-t-il dans un premier temps de l'imagination? Eh bien, vous le voyez avec le extrait numéro 2, tiré du chapitre 6 du Prince, dans la traduction de Beck, un peu corrigée, parce que je trouve qu'elle n'est donc pas tout à fait conforme des fois. Que personne ne s'étonne si, en parlant comme je vais le faire des principautés entièrement nouvelles, où princes et gouvernements sont nouveaux, je ferai référence à de très grands exemples. Car comme les hommes empruntent presque toujours les voies ouvertes par d'autres hommes, et procèdent dans leurs actions par imitation, soit dit en passant, je ne l'ai pas assez dit, Machiavel relève, dans son modèle d'intelligence générale, de l'humanisme. Il a été formé par l'humanisme. Alors ne confondez pas humanisme et sentiment de l'humanité. L'humanisme consiste en une méthode intellectuelle qui consiste à lire ou à relire les anciens, grecs et latins. Et c'est aussi ce que fait Machiavel, vous voyez, en se référant par exemple à Tite-Live, à d'autres aussi comme Xénophon, Tacite, Thucydide. Souvent des grands écrivains réalistes. Alors, donc l'imitation, c'est le fait d'imiter le style des anciens, qu'il s'agisse de leur style littéraire ou de leur action pratique. Donc voilà, il s'agit vraiment d'une thématique humaniste. Donc il faut imiter, etc. Et comme il ne leur est pas possible de poursuivre en toute chose ces voies, ni de parvenir à égaler la vaillance de ceux qu'ils imitent, donc là, Beck a traduit vaillance, c'est le mot vertu en italien, un homme prudent doit toujours emprunter les voies ouvertes par de grands hommes et imiter ceux qui ont été le plus excellents, afin que si sa vertu ne les égale pas, elle en ait quelques couleurs. Et imiter les archers prudents qui, si le point qu'ils veulent toucher leur paraît trop éloigné, comme ils connaissent la vertu de leur arc, prennent une mire beaucoup plus haute que le point visé, non pour que leurs flèches parviennent à une telle hauteur, mais pour pouvoir, à l'aide d'une telle mire, parvenir à leur dessein. Donc vous voyez, il s'agit, dans cette recherche de la compétence politique, pour faire simple, bon, la vertu peut-être, mais au moins la compétence politique, il s'agit de faire vœu d'excellence. Il s'agit de faire vœu d'excellence. Il faut imiter ceux qui ont été les plus excellents. Cette notion d'excellence, si vous voulez, est une forme assez intéressante d'expression du réalisme de l'auteur. En effet, si vous voulez réussir dans une action politique, il convient d'imiter ceux qui ont le mieux réussi. Voilà ce que ça veut dire. Alors, il est très intéressant de voir que cette manière de s'intéresser à l'excellence, du point de vue balistique, autre métaphore très empruntée au métier, on a parlé de la peinture tout à l'heure, là on prend les arts militaires, dont Machiavel était aussi spécialiste. Donc cette métaphore balistique, cette apologie du tir plombé sur le tir direct, va déboucher sur, dans l'extrait numéro 3, une certaine surprise. En quoi consiste donc la visée d'excellence? Bien, voici ce que dit le texte numéro 3, tiré pour sa part du chapitre 15, pas moins connu, c'est une sorte de morceau choisi que j'ai sélectionné pour vous là. Il reste maintenant à voir quelles doivent être les manières et les comportements d'un prince avec ses sujets et avec ses amis. Et comme je sais que beaucoup ont écrit là-dessus, je crains, en écrivant à mon tour, d'être regardé comme présomptueux, d'autant plus qu'en discutant de ce point, je divergerai des conclusions des autres. Mais puisque mon intention est d'écrire quelque chose d'utile pour qui l'entend, il m'a semblé plus approprié de considérer la vérité effective de la chose plutôt que l'imagination qu'on s'en fait. Alors je lis en italien parce que c'est intéressant. Ma essendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dritto alla verità effettuale della cosa che alla immaginazione di essa. Alors stricto sensu, c'est une des seules occurrences dans ce passage de la notion d'imagination chez Machiavel. J'ai fait une recherche lexicographique avec l'ordinateur. Le mot imagination apparaît très peu dans l'œuvre machiavélienne.
C'est une des seules occurrences. Et vous voyez que, ça va être détaillé ensuite un petit peu, mais vous voyez en tout cas dès ici que la notion d'imagination est mise en concurrence, elle est battue en brèche même par autre chose, à savoir la vérité effective de la chose politique. Verità effettuale della cosa. Donc, Machiavel, à strictement parler, se détourne de l'imagination pour, en cherchant l'excellence politique, se tourner vers la vérité effective de la chose. La vérité effective, c'est une chose étrange, dite en français, mais aussi à dire en italien. Verità effettuale, et c'est tout à fait étrange, ça signifie à la fois la vérité des faits et des effets. Vérité des faits. Vérité des faits. Et cela renvoie à la dimension historienne de l'œuvre machiavélienne. Il convient de s'en tenir à l'analyse des faits, et non pas aux idées qu'on peut s'en faire, aux imaginations aussi bien. Et le point important, c'est aussi vérité des effets, puisque, ainsi qu'on va le voir, ce qui est important, c'est l'effet qu'on produit sur les autres. Qui qu'on soit, au fond de nous-mêmes, ce qui compte, c'est l'effet qu'on produit sur les autres. Alors j'en dis pas plus, mais vous verrez qu'à ce propos, on peut aller plus loin dans l'analyse. Vérité des faits et des effets. Alors j'emprunte cette traduction donc à certains commentateurs de l'œuvre machiavélienne qui ont proposé cette définition de la verità effettuale, vérité des faits et des effets. Bon, alors, en tout cas, dans les faits, se joue le réalisme machiavélien. Les faits sont contre l'imagination qu'on peut se faire, qu'on peut produire de la politique. Alors la suite est absolument importante. Beaucoup se sont imaginés des républiques et des principautés que jamais on n'a véritablement ni vues ni connues. Et molti si sono immaginati repubbliche e principati, vous voyez la distinction cardinale, che non si sono mai visti ni riconosciuti e essere in vero. Car il y a un tel écart entre la façon dont on vit et celle dont on devrait vivre, entre l'être et le devoir être, que celui qui délaisse ce qui se fait pour ce qui devrait se faire, apprend plutôt à se perdre qu'à se sauver. En effet, l'homme qui, en toute chose, veut faire profession de bonté, se ruine inéluctablement parmi tant d'hommes qui n'ont aucune bonté. De là, il est nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir au pouvoir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon, et d'en user et n'en pas user, selon la nécessité. Ces mots sont très célèbres. À eux seuls, ils résument la pensée de Machiavel, dit-on, et en tout cas le machiavélisme. On peut dire, par exemple, vous voyez qu'il y a là un point très important, c'est la surdétermination de la nécessité. La vérité des faits se trouve dans la prise en compte de la nécessité. Est nécessaire, vous voyez, ce qui ne peut être autrement qu'il est. Le réalisme, c'est la vérité de ce qui est nécessaire. C'est saisir la vérité, on pourrait dire, dans ce qui est nécessaire. Vous voyez, donc cette nécessité aussi évoque aussi la manière dont procédera plus tard l'esprit expérimental. Il s'agit de voir l'ordre nécessaire des phénomènes. Il y a chez Machiavel l'annonce de ce qu'on peut nommer la science, le rationalisme. On fait de lui l'apôtre, en tout cas l'ancêtre de la science politique à ce propos. Voilà. Alors simplement, j'aimerais vous poser une question vraiment toute basique. À qui s'adresse-t-il? Qui sont les gens qui le réfutent? Dites. Les utopistes? Possible. Quel utopiste pouvait-il connaître? Qu'est-ce que j'ai entendu là? Quelqu'un qui s'est prononcé? Platon. Est-ce que Platon est un utopiste? C'est très intéressant. En effet, Platon, d'après lui-même... Non, attendez. D'après Platon et l'ensemble du corps professoral, mon cher, Platon n'est pas un utopiste, mais un anti-utopiste. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'empêche que, c'est très intéressant, vous avez tous les deux tout à fait raison. D'une part, l'Utopia de Thomas More est composée seulement, si je peux le dire, en 1516. La naissance de l'utopie, l'ouvrage qui donne son nom à ce genre, date de 3 ans après Le Prince, qui est écrit en 1513. Donc Machiavel ne pouvait pas le connaître. Bon. Donc Machiavel ne s'adresse pas aux utopistes, si l'on entend par là, les gens qui suivront Cyrano de Bergerac, Campanella, qui suivront finalement l'œuvre fondatrice de Thomas More, et du chancelier anglais Thomas More, et de son utopie. Cependant, effectivement, Machiavel s'adresse
s'oppose, hein, évidemment, à ceux qui ont créé des imaginations politiques. Et vous dites assez, avec une innocence qui nous ravit, vous dites Platon. En effet, c'est ce que le rusé Florentin voudrait nous faire croire, avec son sourire fameux, légendaire, le sourire de Machiavel plein d'ironie. C'est ce qu'il voudrait nous faire croire, je vais le mettre là comme ça, vous l'aurez en face de vous. Il veut nous faire croire, j'en ai un autre là, il veut nous faire croire que que les philosophes politiques furent des utopistes. Or, cela, c'est très discutable. Platon n'a nullement en vue de créer une utopie avec la République. Il a en vue de créer l'idée de la République parfaite. L'idée de la République parfaite, vous voyez, vous travaillez sur l'imagination, donc soyez très précis là-dessus. L'idée n'est pas une image. Ce n'est pas, vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus construit, basé sur, non pas une légende, comme dans le cas du récit de Raphaël Hitlodé dans Thomas More, c'est pas une légende. C'est au contraire tout un système rationaliste, basé sur l'analogie entre le bien et le soleil, le symbole de la ligne, l'allégorie de la caverne, autant, comme vous le savez dans le livre La République, de mode intellectuel très contraint. Souvenez-vous, au-dessus du fronton de l'Académie, il y avait écrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Que nul n'entre ici s'il ne sait proportionner exactement, intellectuellement, les choses entre elles. C'est-à-dire que l'idée platonicienne de République n'est pas du tout une image. Ce n'est pas du tout non plus le reflet de l'aspiration à un monde meilleur. C'est autre chose. Alors, cette autre chose est à qualifier, c'est assez complexe. Cette autre chose concerne une idée mathématique de la justice. Une idée parfaite de la justice. Certes, cette idée parfaite de la justice est peut-être inapplicable. Alors, peut-être que là, les esprits mal préparés peuvent confondre avec l'utopie. Mais qu'une idée parfaite soit inapplicable ne signifie pas qu'elle est utopique. Cela signifie simplement que les hommes ne sont pas capables de la trouver. Et c'est précisément tout l'objet du platonisme que de nous faire comprendre, grâce à la restitution des dialogues que Socrate avait avec ses compatriotes, ses concitoyens, essayer de nous faire comprendre pédagogiquement comment on peut comprendre l'idée parfaite de République, l'idée de justice la plus intellectuellement fondée. Vous voyez, donc, je reviens à Machiavel. Voilà où en est le rusé florentin. Vouloir nous faire passer la conceptualité, nous faire prendre la conceptualité politique pour des utopies. C'est très grave. C'est très grave. Vouloir faire passer la conceptualité politique pour de l'utopie. Au nom d'un réalisme supposé de la nécessité, nous détourner de la construction intellectuelle d'un monde meilleur. Voilà. S'en tenir aux faits, on pourrait reprocher à Machiavel, comme le fait Léo Strauss, que j'évoquais tout à l'heure, il a abdiqué devant les faits. Il a abdiqué devant les faits. Strauss écrivait, et Pierre Manant, que j'aime à citer puisque c'est un auteur qui a compté pour moi, Pierre Manant écrit dans ses articles consacrés à Machiavel, il écrit que Strauss, ils écrivent que Machiavel a abaissé le niveau de l'intelligence politique. Il a abaissé le niveau de l'intelligence politique. Vous voyez le paradoxe? En fondant la science politique, en quelque sorte, en nous demandant de parler de la vérité de la nécessité, il nous aurait détourné de spéculations plus hautes qui nous auraient permis peut-être d'échapper à notre triste condition. Voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant. En tout cas, il ne faut pas, quand on lit Machiavel, aller trop vite. Il a une écriture qui nous oblige à aller vite. Il faut souvent se dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Et je vous conseille d'ailleurs de le lire en italien, si c'est possible. Parce que toujours on se dit, mais comment, est-ce que c'est bien traduit ce que je suis en train de lire? D'ailleurs, c'est pas si difficile que ça à lire en italien. Et si vous le voulez bien, je vais faire passer mon volume pour que vous regardiez. Si vous êtes italianiste, ça va vous... Merci. Voilà. Et puis aussi, pendant qu'on est à la... Je vais faire passer cet objet vénérable, mais qui est un peu... Il est en sale état, parce que je l'ai beaucoup travaillé. Voilà, mais bon. Donc vous allez voir, pour que vous preniez conscience de l'œuvre machiavélienne dans sa diversité. Il y a des pièces de théâtre, c'est un très bon écrivain de théâtre, des ouvrages d'histoire, et voilà, parce qu'on s'en tient trop souvent au prince. Attends, je vais lire. Merci. Donc il y a quelques pages décollées, veuillez ne pas en décoller trop. Alors, donc vous voyez, manifestement, la vérité effective de la chose nous détourne de l'imagination. Or, il me semble
qu'il est nécessaire, c'est un point très important, une articulation de mon propos, également de requalifier, grâce à Machiavel, l'imagination en politique. L'œuvre machiavélienne nous invite à requalifier, cependant, l'imagination en politique. Nous allons nous tourner vers la vérité des effets. Jusqu'ici, nous avons valorisé la vérité des faits. Tournons-nous maintenant vers la vérité des effets. Vous allez voir qu'il y a deux manières dans l'œuvre machiavélienne de requalifier donc la vérité des effets. Première manière, elle est tout à fait nette dans la suite du texte numéro 3. Alors, on voit Machiavel s'exprimer de la sorte: laissant donc de côté tout ce qu'on a imaginé pour un prince, et réfléchissant seulement sur ce qui est avéré, je dis que tous les hommes, quand on en parle, et surtout les princes parce qu'ils sont plus haut placés, vous voyez la métaphore du texte numéro 1, sont jugés en fonction de certaines qualités qui leur valent la louange et le blâme. Lasciando adunque indietro le cose circa uno principe immaginate e discorrendo quelle che sono vere, dico che tutti gli uomini, quando se ne parla, e massime i principi, per essere posti più alti, sono notati da alcune queste qualità che arrecano loro o biasimo o laude. Donc la notion de blâme ou de louange est très typique de l'humanisme aussi. Notamment la question de la louange. Je faisais des discours de louange pour les princes. Voilà. Et le livre Le Prince ressemble de loin à ce qu'on appelait autrefois un miroir des princes. Miroir des princes où un écrivain tendait au prince un portrait embelli de lui. On faisait un portrait d'un prince plein de louanges, et ces louanges provoquaient sur le prince un effet d'émulation, d'imitation, comme on l'a dit tout à l'heure, qui lui permettait d'être meilleur. D'une certaine manière, et avec toute l'ironie du rusé florentin, qu'on voit dans son sourire donc, c'est ce que fait Machiavel aussi, mais en abaissant le niveau. Il va tendre au prince, vous allez voir, finalement un miroir déformant, mais où la louange est requalifiée selon des qualités nouvelles. Et vous allez voir, c'est là qu'apparaît l'autre scandale machiavélien. Vraiment quelque chose de tout à fait choquant. Alors, c'est-à-dire que tel homme est tenu pour libéral, ça veut dire donc généreux, tel autre pour ladre, en utilisant un terme toscan, car dans notre langue, avare désigne aussi celui qui par rapide désire posséder, tandis que nous nommons ladre celui qui se retient exagérément de dépenser ce qu'il a. Donc ça veut dire on ne va pas parler des caractères idiosyncrasiques, des tempéraments, on va parler des vertus. On ne va pas parler de la générosité, où des gens donnent assez spontanément ce qu'ils ont, on va parler de la libéralité, c'est-à-dire de la vertu qui accompagne cela. On ne va pas parler de si vous voulez, de la témérité, on va parler du courage. Et on va parler des vertus. Discours sur les vertus, discours moral. Donc vous voyez qu'il y a toute raison de parler de vertus, puisqu'il y a, dans l'œuvre de Machiavel, une tentative de caractérisation éthique du comportement. Non seulement une description des hommes tels qu'ils sont, mais une caractérisation éthique de ce qu'ils devraient être. C'est étrange de faire ça, puisqu'il a dit qu'il allait se détourner de ce qui devrait être au profit de ce qui est. Et pourtant, il va proposer une nouvelle caractérisation éthique, selon ses valeurs à lui. Et c'est ça qui va être très choquant, vous allez voir. Tel est tenu pour généreux, l'autre pour rapace, tel cruel, l'autre plein de pitié, tel parjure, l'autre fidèle à sa parole, etc., etc., etc. Alors, je ne termine pas l'énumération, j'en viens à la phrase. Je sais que chacun confessera que ce serait la chose la plus digne de louange que de trouver dans la personne d'un prince toutes les qualités que l'on reconnaît bonnes parmi celles qu'on vient de décrire. Mais comme on ne peut ni les avoir ni les observer entièrement, puisque la condition humaine ne le permet pas, il est nécessaire pour le prince d'avoir la prudence nécessaire pour savoir fuir la mauvaise réputation des vices qui lui feraient perdre ses possessions, et de se garder si possible de ceux qui ne lui font courir aucun danger. Si c'est impossible, il peut s'y laisser aller avec moins de crainte, mais qu'il ne se préoccupe pas d'encourir l'infamie de ces vices sans lequel il peut difficilement sauver ce qu'il possède. Car tout bien considéré, telle qualité qui semblera vertu peut précipiter la perte de celui qui s'y conforme, et telle autre qui semblera vice produira, lorsqu'on s'y conforme, sécurité et bien-être. Ce sont là probablement les pires phrases, les pires ruses du Florentin.
En effet, vous voyez qu'il s'agit de prendre en compte initialement, de faire l'hypothèse des limites de la condition humaine. Ces limites de la condition humaine évoquent, soit dit en passant, ce qu'on peut nommer, de manière anachronique, mais à mon avis fondée philosophiquement, l'existentialisme de Machiavel. Qui découle, si l'on veut, de sa reconnaissance des limites de la puissance conceptuelle humaine. Nous sommes ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas avoir toutes les qualités. La condition humaine est intermédiaire, ni totalement basse, ni totalement haute, ni tout à fait haute. Et cette manière de penser, vous voyez, on la retrouve d'une certaine manière chez un écrivain, lui encore, qu'on peut grosso modo qualifier d'existentialiste, mutatis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer, c'est Pascal, bizarrement. Le grand chrétien qui était Pascal retrouve Machiavel, notamment sur la question politique. Voilà, où la condition humaine reflète, la politique humaine reflète les limites de la condition humaine. L'agir politique, plus que tous les autres, reflète les limites de l'humanité. Alors ça, on peut le voir tous les jours. Moi qui m'apprête à voter en 2012, non seulement je relis Le Prince pour savoir pour qui voter, vous allez voir, mais particulièrement, je me dis, ils ont tous quand même sacrées limites. Mais c'est peut-être aussi ça qui les rend intéressants politiquement. Ces limites que parfois ils veulent cacher, puisque vous allez voir, c'est ce dont on parle. Vous voyez donc cette dimension de la prise en compte des limites de l'humanité, très intéressante. En effet, compte tenu des limites de l'humanité, compte tenu de la position du prince, il serait nécessaire d'avoir toutes les qualités. Comme on veut viser une excellence, ainsi qu'il a été dit dans le texte numéro 2, il vaudrait mieux être effectivement excellent. Or, on ne le peut pas. Mais on ne le peut pas. On ne peut pas être excellent. Ce n'est pas si grave, puisque tous les hommes ont des limites. Sur quoi portent les limites? Sur la faculté de distinction. La faculté de distinction humaine est limitée. Elle l'est moins chez le prince que chez les autres. La qualité principale du prince, c'est sa lucidité, son réalisme. Par conséquent, le prince a un avantage majeur sur les autres, un atout décisif. Cet atout, c'est le fait de savoir que les hommes se laissent prendre à l'apparence des choses. Les hommes, en général, ne sont pas très philosophes, ils se laissent prendre à l'apparence des choses. Vous voyez, le prince partage avec les philosophes potentiels une lucidité que la plupart des hommes n'ont pas. Si bien que ce qu'il importe n'est pas d'avoir les meilleures qualités, mais de paraître les avoir, puisque cela revient au même, pour la plupart des gens. Bien peu ont véritablement la compréhension de ce que nous sommes en réalité. Les gens s'en tiennent à l'apparence. La vérité effective est bien celle des effets, dans l'ordre politique. Les gens s'en tiennent aux effets, quoi qu'il en soit, des causes. Mieux même, et c'est bien pire encore d'un point de vue moral, quiconque aurait les qualités qu'il prétend avoir, serait enfermé dans ces qualités. Or, être enfermé dans des qualités, c'est très grave quand on a des ennemis méchants et intelligents. Il vaut infiniment mieux, du point de vue stratégique, sembler les avoir, les qualités. Comme ça, on peut finalement faire un pas de côté et changer de manteau quand il faut changer d'apparence. Vous voyez, demeurer dans l'être sans se tenir prudemment dans le paraître nous affaiblit politiquement. Vous voyez, vous commencez à réfléchir en termes machiavéliens pour votre l'élection en 2012. Quelqu'un qui serait ce qu'il prétend être nous ferait peur, du point de vue machiavélien et machiavélique, là c'est la même chose. En effet, il serait dangereusement enfermé dans sa vertu quand le temps changerait et qu'il devrait décider pour nous au moment où il faut peut-être s'orienter autrement. Au moment où, comme écrit Machiavel, la fortuna, qui est reine du monde, la fortune, le hasard, ce qui est fortuit, nous oblige à changer. Quand la fortune commande, la vertu doit obéir. Sinon, nous sommes perdants. Vous voyez donc, la véritable qualité en politique, c'est la capacité de changer avec les circonstances. Il faut changer avec les circonstances parce que les temps peuvent changer. Le modèle que prend Machiavel, on peut bien s'en rendre compte aujourd'hui avec l'exemple du Japon, c'est l'intempérie.
Il parle souvent d'intempéries dans son œuvre, il y a souvent des orages qui reflètent les orages humains. On ne peut pas prévoir qu'une tornade va dévaster Florence. De même en politique, on ne peut pas prévoir qu'un étranger puissant va avoir des vues sur nous, sur notre domaine. Donc il convient de changer avec les temps. Mieux même, nos propres concitoyens, nos amis d'hier, nos partenaires et nos amis, peuvent, du jour au lendemain, je vous assure, j'en ai fait l'expérience politiquement, changer du tout au tout. Ce changement du tout au tout implique que nous puissions, même si nous ne le faisons pas, produire des apparences qui nous permettent d'échapper à la prédation. Puisque dans le monde de Machiavel, on est soit une proie, soit un prédateur. Alors évidemment, c'est épouvantable, disent tour à tour les anti-machiavélistes, spécialistes de Machiavel, opposés à Machiavel, Léo Strauss et Pierre Manant. Léo Strauss est mort en 1973 et Pierre Manant est encore bien vivant. Ils disent que voilà, dire ça c'est épouvantable. Il y a bien sûr d'autres positions possibles. Et les spécialistes de Machiavel qui aiment bien Machiavel disent ben oui, mais faut pas perdre, il y a sûrement d'autres positions possibles, mais il ne faut pas faire de politique. Dans l'ordre politique, on est soit une proie, soit un prédateur. Et mon expérience montre que la passion humaine domine l'ordre politique. C'est aussi ce qui pimente le jeu politique. Et qu'effectivement, les rapports sont un peu de cet ordre quand même. On peut toujours avoir une attitude religieuse, une attitude morale, une attitude d'artiste, mais dans le champ politique, il y a un rapport, vous voyez, de force fondamentale. Et c'est ce que nous dit Machiavel. Donc il convient, je reviens à l'argument principal du texte, sembler ce que nous ne sommes pas. En fait, il faut être beaucoup plus précis parce que le texte est beaucoup plus précis. Vous comprenez, il faut donc sembler avoir certaines qualités, plutôt que les avoir. Sembler avoir certaines qualités. Et il faut ne pas sembler avoir certains vices. Ne pas sembler avoir certains vices. Ce n'est pas qu'il faut sembler ne pas les avoir. Ce n'est pas qu'il faut sembler ne pas les avoir. C'est qu'il ne faut pas... il faut ne pas sembler les avoir. Il faut ne pas sembler les avoir. Je m'explique. Formule un peu étrange en français, mais qui signifie bien que le problème n'est pas que vous ayez ou pas les vices. Je peux vous le dire tout de suite, il vaut mieux en avoir un certain nombre en politique. Ça va jusque-là chez Machiavel. Il vaut mieux avoir certains vices. Vous verrez lesquels. Cependant, il ne suffit pas de sembler ne pas les avoir. Auquel cas, vous avez l'air de tout le monde. Je semble ne pas être cruel, quoi qu'il en soit. Si j'étais politique, il faudrait que je semble ne pas les avoir. Voilà. Non, je semble ne pas les avoir. Il faudrait que tout le monde ait l'impression que ma personne est aux antipodes, voyez, de tel ou tel vice. La colère, l'avarice, l'orgueil, la cruauté, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que on peut comprendre ici que Machiavel veut que le prince incite le prince à développer une rhétorique de l'apparence. Une rhétorique de l'apparence extrêmement intéressante. Une rhétorique de l'apparence, c'est-à-dire un discours imagé de soi-même. Un discours imagé de soi-même. Comme les hommes s'en tiennent à l'apparence plutôt qu'à la réalité, la plupart du temps, et dans de très nombreux cas, eh bien, il faut véritablement que nous semblions avoir certaines vertus et surtout que nous fassions tout pour montrer que nous n'avons pas certains vices. Voilà ce que je veux dire. Montrer que nous n'avons pas certains vices. Vous voyez, le travail politique est un travail d'apparence, où le mot important c'est travail. Et rhétorique parce que c'est un peu comme un discours qu'on tient. C'est une sorte de communication politique. On peut voir ici, par exemple, c'est pas rendre cela trivial que de comprendre que la plupart des agences de communication sont profondément machiavéliques de ce point de vue. Ce qui compte, c'est l'image produite et pas la réalité des choses. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien tant que les gens ne sont pas un peu lucides, quoi, un peu entraînés. Et ne disposent pas de moyens d'action et de paroles, de publicisation, de démenti, quoi, évidemment. Bon. Mais vous voyez que le monde de Machiavel est un monde profondément moderne à cet égard. Vraiment. Alors quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est à cet égard qu'on peut parler de la capacité qu'a le prince de déployer des signes, de donner des signes, de les articuler. On voit ici donc qu'on est passé à la production d'un imaginaire d'une certaine manière.
la production d'un imaginaire. On pourrait faire facilement le lien, je ne vais pas m'y arrêter, entre les signes ainsi entendus génériquement et l'imaginaire, à partir de la notion plus récente, par exemple, de storytelling, la manière dont les communicants proposent des récits dans lesquels les personnalités des leaders vont essayer de s'exprimer. Voilà. Donc, proposer un système lié de signes qui passent par des images très visuelles. Voilà, toute cette communication qui fait que, quand on regarde un homme politique, vraisemblablement, on ne voit qu'une toute petite partie de la réalité. Et tout le travail et toute la nécessité qu'il y a à lire Machiavel est de comprendre l'autre réalité, de mettre en lien les intentions secrètes, par exemple, possibles, compte tenu de son histoire, de son programme politique, de cet homme politique, hein, et ce qu'il est en réalité. Voilà. Vous voyez, je crois qu'on ne peut pas voter sérieusement si on n'a pas lu Machiavel. Dans une médiacratie, une démocratie des médias, vous comprenez bien que l'œuvre machiavélienne, qui vient de la Renaissance, très ancienne, est d'une actualité brûlante. On ne fait que ça. Quand quelqu'un doit passer devant la caméra au journal télévisé, il est évident qu'il répète avec des conseillers en communication, et son message très court va être longuement développé, va être surinterprété par des journalistes qui sont à la fois des témoins, des critiques et des complices, dans une certaine mesure. Hein, puisqu'ils connaissent tout et ils disent une partie de la vérité seulement. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, par exemple pour le cas d'un très très grand communicant qu'on appelait quand même le Florentin, à savoir François Mitterrand, tout le monde savait, dans le monde journalistique, qu'il avait une fille qui s'appelait Mazarine. Par exemple. Tout le monde le savait. Il n'y a que nous qui ne le savions pas. Par exemple. C'est un cas parmi d'autres. Il y avait des choses un peu plus cachées. Par exemple, son cancer qu'il a pris dès 1981. Alors qu'il avait dit qu'il publierait ses bulletins de santé, etc. Enfin, des choses qui relèvent d'un mensonge, si vous voulez, clair et net. Simplement articulé dans une rhétorique de l'apparence qui satisfaisait le peuple, les gens qui voulaient se satisfaire finalement de l'apparence. Alors, cette manière de faire conduit Machiavel à une position encore plus extrême, celle qu'on voit à l'œuvre dans le chapitre 4. Alors, dans l'extrait numéro 4, où Machiavel écrit, il manque un morceau de la citation, est-ce que tu... Merci. Voilà. Combien il semble louable à un prince de tenir sa parole, de vivre avec intégrité sans employer la ruse, chacun en convient. Cependant, l'expérience de notre temps montre que les princes qui ont fait de grandes choses sont ceux qui ont tenu compte de leurs paroles et qui ont su, grâce à la ruse, circonvenir l'esprit des hommes. Et à la fin, ils ont vaincu ceux qui se sont fondés sur la loyauté. Vous devez donc savoir qu'il y a deux manières de combattre, l'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est le propre de l'homme, la seconde celui des bêtes. Mais comme souvent la première ne suffit pas, il convient de faire appel à la seconde. C'est pourquoi il est nécessaire, à un prince, de bien savoir user de la bête et de l'homme. C'est ce que les écrivains anciens ont enseigné aux princes à mots couverts, de manière cachée. Ils écrivent qu'Achille et de nombreux autres princes furent placés chez le centaure Chiron, afin qu'il leur enseignât sa discipline. Or, avoir un précepteur moitié homme, moitié bête, ne signifie rien d'autre, sinon qu'il faut que le prince sache bien user de l'une et de l'autre nature, car l'une sans l'autre ne peut durer. Comme le prince est donc contraint de savoir bien user de la bête, il doit entre toutes choisir le renard et le lion. Le lion, en effet, ne se défend pas des pièges. Le renard ne se défend pas des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Ceux qui se fondent uniquement sur le lion n'y entendent rien. Ceux qui se fondent uniquement sur le lion n'y entendent rien. C'est pourquoi un seigneur prudent ne doit pas tenir sa parole lorsque la promesse qu'il a faite tournerait à son désavantage. Alors, attendez, tournerait... À peu près là. Oui, à son désavantage. Et qu'auraient disparu les raisons qui lui avait fait promettre. Si les hommes étaient tous bons, ce précepte ne serait pas bon. Mais comme ils sont méchants et qu'ils ne tiendraient pas la parole qu'ils t'ont donnée, toi non plus, tu n'as pas à tenir celle que tu leur as donnée. D'ailleurs, les raisons de justifier le manquement à la parole donnée n'ont jamais manqué au prince. On pourrait en donner une infinité d'exemples modernes et montrer combien de paix, combien de promesses ont été rendues nulles et non avenues à cause du manque de parole des princes. Et celui qui a su le mieux user du renard, c'est celui qui a su le mieux user du renard qui a triomphé. Mais cette nature, il est nécessaire de bien la maquiller et d'être grand simulateur et dissimulateur. Et les hommes sont si naïfs, et ils obéissent tellement aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. Et sono tanto semplici gli uomini, simple, naïf, et obbediscano tanto alle necessità presenti, les nécessités, vous voyez, de nouveau,
che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. C'est terrifiant d'une certaine manière. Il y aura toujours quelqu'un, si vous faites une comédie, qui marchera à cette comédie. C'est terrifiant, non, du point de vue de la médiacratie. Voilà. Plus vous faites le pitre d'une certaine manière, et plus ça peut marcher, si vous êtes un peu intelligent. Donc, après cela, chers concitoyens, votez. Ça ne veut pas nous dégoûter de la politique, hein, stricto sensu. Comme le disent Rousseau et Spinoza avant lui, en voulant donner des leçons au prince, Machiavel en a donné au peuple. Simplement, il faut lire ça avant de voter. Donc, ce qui est très important, on peut toujours contester ça, on peut toujours dire les hommes, en fait, sont beaucoup plus lucides. On voit bien aussi qu'ils aiment se laisser manipuler. Comme le disent très bien les Italiens, c'est pas du Machiavel, hein, mais ça y ressemble. Vous savez, ce proverbe, non è vero ma è ben trovato. C'est pas vrai, mais c'est bien vu. C'est beau un beau mensonge. Et j'avoue qu'à fréquenter Machiavel, c'est développé en moi un sens de l'esthétique du coup politique, dont je peux être victime, en me disant « Ah, il m'a bien eu cette fois, c'était bien vu. On verra bien la prochaine fois. » Vous voyez, donc il y a une sorte de jeu. Ça évoque la commedia dell'arte, ou la comédie florentine. Hein, la commedia dell'arte, c'est plus vénitien. Alors, quoi qu'il en soit, ce texte qu'on vient de lire est très très important, lui aussi, parce que derrière le bestiaire machiavélien, un bestiaire, il renvoie à plusieurs choses distinctes. Liées et distinctes, en fait. D'abord, il évoque le rapport entre la force et la ruse. Dans le monde de Machiavel, bien entendu, la force domine. Il a connu l'explosion de la République florentine, la vassalisation très durable jusqu'au XIXe siècle, fin du XIXe, de l'Italie, qui ne sera de nouveau autonome dans les années 1870 quand même. Là, on est en 1520, 1510. Donc, il connaît que la force. Et pourtant, il revendique la ruse. C'est très intéressant. Ça montre qu'il y a, chez Machiavel, avec la formule par exemple, ceux qui se fondent uniquement sur le lion n'y entendent rien. Il y a la tentative de dépasser la force brute par une économie de la violence. Dépasser la force brute par une économie de la violence. Ce qui est remarquable, c'est que cette économie de la violence passe par la ruse. Cette ruse est elle-même liée à la possibilité, à la faculté d'engendrer des images. Il vaut mieux tromper les hommes que faire en sorte qu'ils nous agressent, parce qu'on est maladroit, parce qu'on les renvoie à leur propre force et leurs propres limites. Il vaut mieux aussi donner des images plutôt que de voir une guerre civile. Vous voyez, il y a une sorte de sagesse fondamentale derrière ça. Une sagesse fondamentale qui nous gêne un peu parce qu'elle est liée au machiavélisme. Le machiavélisme nous permet de repenser la prudence politique, cette prudentia des latins, hein, cette phronesis dont parlait Aristote déjà. Hein, vous avez vu dans le texte de Machiavel, il y a le mot prudence. Ça n'évoque pas la circonspection. Ça n'évoque pas la circonspection, mais ce qu'on appelle la sagesse pratique, phronesis ou prudentia, au sens grec ou latin, c'est-à-dire l'art pratique de la politique. Vous voyez, la pensée de Machiavel, et plus précisément le machiavélisme, hein, ce jeu sur les apparences, nous conduit à requalifier, je parlais d'un ethos politique tout à l'heure, je dirais maintenant une sagesse politique, dont un des acquis est quand même est absolument défendable et indiscutable, je crois, c'est qu'il vaut mieux de la tromperie et de la ruse plutôt que de la violence généralisée. C'est embarrassant de penser ça quand même. Voilà. Donc, vous voyez, il y a ce premier élément qui est intéressant, qui nous donne à penser d'une certaine manière. D'autre part, vous voyez qu'il est question tout de même de se tourner vers des animaux particuliers, le renard et le lion, mais aussi et surtout, il est nécessaire de les hybrider. Plus particulièrement, il est nécessaire d'hybrider l'homme et l'animal. Donc disons plus généralement, excusez-moi. Plus généralement, il est nécessaire d'hybrider l'homme et l'animal. Cette hybridation nous conduit à la figure du centaure. Alors j'ai écrit là-dessus ce livre qui s'appelle Machiavel ou la politique du centaure, parce que c'est ce qui est le plus fascinant et qui est incontestablement issu du monde d'où s'exprime Machiavel. Ce monde, c'est celui du paganisme. Ce monde, c'est celui plein de créatures enchantées, comme des sirènes, des satyres, des centaures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animal hybride encore? Comme être hybride dans la mythologie? Dites? Les chimères. Ouais. Bon, autant
d'individus qu'il vaut mieux ne pas croiser. Hein, ce qu'a bien compris les Grecs. Hein. Tout ce qui est hybride, comme le sphinx par exemple, c'est extrêmement dangereux. Hein, comme le savait bien Oedipe. Donc vous voyez, Machiavel nous conduit dans un monde, entre parenthèses, celui de la politique, où l'on croise des centaures. C'est-à-dire des êtres à la puissance surhumaine. Le bon politique est un être à la puissance surhumaine. Voilà ce que nous dit Machiavel. Que vous le vouliez ou non. C'est un être hybride, capable de jouer sur le tableau de l'homme ou sur le registre de l'animal. Donc, sachez qu'en politique, quand vous en faites, vous avez affaire à des ogres. Et sachez que si vous voulez entrer en politique, il faut peut-être être aussi un ogre. Non pas une petite nature, mais une grande nature. Donc l'auteur le plus proche là-dessus de Machiavel, c'est évidemment Nietzsche. Voilà. Cette idée, vous voyez, d'une requalification de l'humanité selon d'autres critères, donc cette idée de surhumanité qui s'applique à un ordre pourtant très humain qu'est la politique. Alors voilà pourquoi le mot de virtu est très important, parce que Machiavel écrit à 52 fois une expression étrange qui est souvent très très mal traduite. Il dit voilà, il parle d'eccessiva virtu. Eccessiva virtu. Alors, vertu excessive. Excessive vertu. Pourquoi une vertu serait-elle excessive? Si c'est de la vertu, elle n'est jamais excessive. Je crois que c'est très important. Cela désigne la vertu comme une puissance d'agir. Comme un potentiel que, par exemple, le centaure peut mobiliser. Cela désigne la vertu comme une énergie surhumaine. Énergie surhumaine qui, ainsi que j'essayais de le montrer dans le dernier ouvrage, là, possède un sens métaphysique. On le comprend à la lecture du chapitre 25 du Prince, où Machiavel explique, chapitre 25, où Machiavel explique que l'humanité est placée face à la fortune comme nous le sommes face à un torrent impétueux. Comment peut-on dompter un torrent impétueux? Eh bien, dit Machiavel, sans reculer devant l'analogie, nous le sommes comme devant une femme au caractère bien trempé. Machiavel explique, excusez-moi mesdemoiselles et mesdames, que si tu veux la dominer et la tenir soumise, tu dois te comporter comme un jeune homme et pas comme un vieillard, parce que le jeune homme a plus d'ardeur et il saura la gifler quand il le faut. Alors, donc ça n'engage que Machiavel, vous voyez, c'est une métaphore très... C'est l'époque de Rabelais, hein, c'est l'époque vraiment où les genres masculins et féminins étaient surjoués parfois au théâtre, hein, ne nous trompons pas. Machiavel, galant homme, est d'ailleurs mort à cause d'une jeune femme. Je le raconterai à ceux qui le veulent. Voilà, il est mort, il était très galant, et bon, à côté de ça, il y a une rhétorique d'un machisme assez fort, bien que certaines femmes, chez Machiavel dans son œuvre, hein, aient de la vertu. Certaines femmes aient cette énergie surhumaine. Il donne quelques exemples extraordinaires, comme une certaine Katharina Sforza, qui est extraordinaire, qui a une vertu, donc toute, entre guillemets, masculine. En tout cas, vous voyez, la fortune est femme, et si l'on veut la tenir soumise et la dominer, il faut la battre, et du coup, elle sera séduite, dit Machiavel. Ce qui veut dire, vous voyez, que l'ardeur, l'impétuosité, l'audace, autant de qualités incroyables, qui développent l'imprévisibilité humaine. Hein, vous voyez, on retrouve, vous voyez, toute une rhétorique que les managers vont s'approprier dans l'entreprise. En gros, la rhétorique managériale, c'est une rhétorique machiavélienne. C'est le chapitre 25 du Prince. Ni plus ni moins. Et vous voyez, ce qui compte, c'est d'avoir des ressources dynamiques. Avoir des ressources dynamiques, en d'autres termes, ce qu'il faut faire pour être pleinement vertueux, ce qu'il faut faire, c'est mimer les caractères de la fortune. Le vertueux, c'est celui qui mime les caractères de la fortune. La fortune est imprévisible, elle est brutale, il faut être imprévisible et brutal. Voilà ce que dit Machiavel. Le vertueux, c'est un virtuose, selon une expression que Machiavel utilise, hein, il joue sur les mots, c'est un virtuose qui sait mimer la fortune, il imite, sur le mode de l'humanisme, la fortune. Et Machiavel de dire que les plus grands vertueux ont été ceux qui ont trouvé la fortune la plus contraire. La chance, entre guillemets, de Moïse est d'avoir trouvé les Hébreux réduits en esclavage. Puisqu'en effet, quand votre peuple est en esclavage, vous allez pouvoir lui montrer toutes ses limites et lui permettre de trouver tout son potentiel, activer son potentiel pour devenir un peuple libre. Vous voyez, donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la condition humaine, lorsqu'elle souffre, eh ben, dote l'humanité d'une sorte de ressort extraordinaire. Et j'en viens à mon dernier point, qui est la manière, vous voyez,
la deuxième manière de requalifier les effets imaginaires. Requalifier la verita effettuale, la vérité des effets, sur le mode imaginaire, eh bien, c'est précisément construire un imaginaire politique. Construire, disons les choses, un imaginaire collectif. Dans le monde de Machiavel, je suis passé vite sur ces aspects, mais ils se déduisent de ce que j'ai dit, les hommes sont en situation de concurrence naturelle du fait de la pluralité, de la diversité, de la variété de leurs désirs. Nous avons tendance à nous opposer les uns aux autres parce que notre désir, évidemment, est concurrent. Cependant, nous pouvons trouver dans l'ordre politique des raisons de passer de l'individualité du désir au commun, à la notion de commun. Cela, paradoxalement, sans qu'aucune communauté politique définitive ne soit jamais possible. Aucune communauté politique définitive, en tout cas, n'est jamais possible. Nous ne serons jamais véritablement, si vous voulez, des frères. Nous ne serons jamais véritablement des égaux, mais toujours d'une certaine manière des concurrents. Cependant, nous pouvons, entre guillemets, nous retrouver dans un imaginaire commun. C'est précisément ce qu'avaient réussi à construire les Romains, les anciens Romains. Et le grand livre de Machiavel, vous disais-je, c'est la première décade de Tite-Live, discours sur la première décade de Tite-Live, parce que dans ces discours, ce qu'on voit, c'est la tentative machiavélienne de qualifier un imaginaire moderne comme était celui des Romains. D'où les passages les plus importants de l'œuvre sur la religion des Romains. Ce qui tenait ensemble les tumultueux Romains, ce qui faisait qu'ils pouvaient avancer ensemble et se battre ensemble, c'est la puissance de leur culture. La puissance de leur culture, non seulement exprimait, mais cristallisait leur vertu. Or, celle-ci, cette vertu, trouvait dans la ferveur religieuse à la fois des rituels et des symboles qui permettaient de créer un imaginaire commun. Des rituels pratiques, il y avait des sacrifices, des symboles, par exemple le vol des oiseaux, d'autres symboles encore, qui permettaient, si vous voulez, de créer une culture vivante. C'est dans une culture vivante que se tient la clé de la survie politique. Une culture qui n'est plus vivante sera vassalisée par d'autres cultures. Bref, elle sera américanisée. Une culture vivante est une culture qui impose aux autres ses valeurs, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de les attaquer. Vous voyez, pour ça que parmi tous les managers, ceux qui font du marketing sont encore ceux qui sont le plus machiavéliens qu'on puisse imaginer, et machiavéliques aussi. Imposer la marque aux autres, c'est donner des signes, des images, selon un système très, très scénarisé qui permet de les dominer. Hein? Vous voyez, donc il y a une limite aussi à cette transposition de l'ordre politique à l'ordre économique privé de marketing, mais il y a quand même une pertinence dans le lien que beaucoup de gens ont vu. Ce qui est très important, si vous voulez, c'est que le monde de Machiavel est le monde où les plus beaux animaux politiques peuvent s'imposer aux autres. On parle de renard et de lion, mieux encore de centaure. C'est le monde de l'animalité politique. Parmi tous les animaux politiques, il y en a un que je n'ai pas évoqué, c'est une faute contre l'esprit de Machiavel, c'est celui qui, dit-il, c'est celui que, dit-il, j'imiterai toujours si j'étais prince nouveau, moi Nicolas Machiavel. Donc César Borgia, César Borgia qui était lui-même fils de pape, c'est quand même pas banal, c'était une époque vraiment, vous voyez, où on savait vivre, qui était un homme épouvantable, comme vous le savez peut-être, qui était très jaloux des maris de sa sœur, Lucrèce, avec lequel il avait peut-être une relation incestueuse. Il a lui-même tué de ses mains 2 des maris de sa sœur, et on dit qu'il en a écorché vif un. Vraiment un homme... Et Machiavel dit, si j'étais prince nouveau, toujours j'imiterais le prince César Borgia, la notion d'imitation. César Borgia est le plus excellent politique, du fait de son énergie. Sur quoi repose son énergie? Eh bien, elle repose sur un caractère que Machiavel mentionne tout le temps, la ferocità, la férocité. César Borgia est remarquable en politique parce qu'il est féroce. Et donc la férocité, c'est pour les latinistes, la qualité des animaux, la bestialité, quoi, on dirait aussi, la bestialité. Il est bestial, donc celui-là, politiquement, il est bon. C'est celui qu'on a. Alors, il est mort de manière épouvantable. Il est mort au plus haut fait de la fortune, tout à coup. Tout à coup.
son père, qui avait l'argent, il est le pape, qui avait aussi les armées mercenaires qu'il pouvait payer, reçoit dans les jardins, on est à Rome en 1502 ou 5 ou 3, je ne sais plus, début du XVIe siècle, il reçoit dans les jardins d'une villa à Rome son fils César, le pape Alexandre VI reçoit son fils César, et ils attendent un ennemi, et le pape a préparé dans une des bouteilles du poison pour l'ennemi. Venez donc, il fait chaud, on est à Rome. Et malheureusement, un serviteur maladroit sert à Alexandre VI et son fils César Borgia la bouteille empoisonnée. Le pape meurt dans la nuit, César réussit à ne pas mourir, mais vous voyez au plus haut fait de la fortune, quand César Borgia allait pouvoir attaquer Florence et constituer un axe Rome-Florence, ce qui intéresse beaucoup Machiavel à l'époque suivante, 10 ans après, 15 ans après, eh bien, au fait de la fortune, il est tombé très bas. Sa vertu n'a pas réussi pour une fois à compenser. Sa férocité n'a pas suffi. Il était tellement féroce qu'il a réussi à survivre quand même, il y avait de la vitalité en lui, mais ses ennemis ont réussi à le faire fuir de l'Italie vers l'Espagne, qui était sa patrie à la base, etc. Alors, donc, quoi qu'il en soit, la férocité est donc la qualité suprême. D'ailleurs, les Romains étaient considérés par Machiavel comme un peuple très féroce. Popolo ferocissimo. Il dit c'est un peuple très féroce, ferocissimo, qui sut trouver dans la religion les éléments qui l'apaisèrent et lui donnèrent une forme. Vous voyez, donc la religion, cette culture ritualisée, symbolisée, etc. Or, qu'en est-il de César Borgia? Je terminerai là-dessus. César Borgia avait réussi à créer un imaginaire patriotique. Un imaginaire patriotique. Créer un imaginaire patriotique qui permettait, derrière sa férocité, d'entraîner son peuple. Voilà. Donc vous voyez, il y a donc l'idée que quand vous avez lu Le Prince, vous n'avez fait qu'une partie du travail, puisque vous avez compris ce qu'il en est tactiquement de la politique, mais pas encore ce qu'il en est stratégiquement ou profondément. Au fond, les recettes que donne Le Prince sont des moyens, mais encore insuffisants. La recette, ou la clé même, comment on passe de la recette à la clé de la politique, c'est en créant un imaginaire politique dans lequel les citoyens vont pouvoir se retrouver, qu'ils vont pouvoir investir, et même les plus lucides vont pouvoir investir, enfin, donc les plus critiques, vont pouvoir investir cet imaginaire politique. Vous voyez comment Machiavel requalifie l'imagination politique ainsi entendue. On pourrait, pour conclure cet exposé, revenir à une dimension plus tactique et faire référence à un auteur qui est un ami de Machiavel, donc qui est très connu des lettrés, qui s'appelle Francesco Guicciardini en italien, et connu sous le nom de François Guichardin en français, qui a écrit pour lui-même d'ailleurs des ricordi, qu'on traduit par avertissement politique. Alors il nous dit, et je crois que ça peut être très intéressant pour votre réflexion, celui qui a autorité et supériorité sur autrui est à même d'étendre encore ses forces, car les sujets ne voient ni ne mesurent précisément ce que tu peux faire ou ne pas faire. Et même, parce qu'ils imaginent souvent que ta puissance est plus grande qu'elle n'est, ils cèdent à des choses auxquelles tu ne pourrais les contraindre. Vous voyez, ce court texte, venant d'un pur praticien de la politique, quelqu'un qui fut véritablement ambassadeur, qui fut ministre, ce que n'a jamais été Machiavel, donc quelqu'un qui est en situation de ministre, nous explique que le pouvoir consiste en une relation où ce sont, si l'on peut dire, ceux qui sont soumis qui ont le pouvoir, enfin, qui sont à l'initiative. Ceux qui sont soumis sont à l'initiative. Vous voyez, le pouvoir est donné par ceux qui s'y soumettent. Pourquoi il est donné par ceux qui s'y soumettent? Du fait de leur imagination. Ils nous prêtent plus que ce qu'on a. L'imagination, c'est en quelque sorte le ressort secret du pouvoir, qu'il soit politique ou non politique, puisqu'il consiste en cette capacité d'augmenter les qualités supposées. Ce pouvoir consiste en la possibilité d'augmenter les qualités supposées. Alors, vous voyez, ce que je pourrais dire en terminant cette conférence, c'est que je vous mets en garde contre ce pouvoir, puisque généralement nous en sommes les victimes. Nous sommes les victimes de cette capacité que nous avons à projeter des qualités sur autrui. Nous nous soumettons non pas aux qualités réelles de la personne, mais à celles que nous imaginons qu'il a. Donc vous voyez, pour le moins, voilà une faculté bien redoutable.